Le cœur de l'investissement boursier, ce sont les actions et dans une moindre mesure les obligations. Alors c'est quoi ça, les actions, les obligations? Plongeons ensemble au cœur de l'action. Et elle était un peu facile celle-là, mais bon, on la garde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oser la bourse. Aujourd'hui, vidéo particulièrement importante car nous allons voir l'instrument numéro 1 de l'investisseur en bourse, c'est-à-dire les actions. Alors, finalement, c'est quoi une action? Une action, c'est assez simple à comprendre, c'est tout simplement une portion de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un titre de propriété partielle d'un petit bout d'entreprise. Prenons un exemple très simple. Vous créez une entreprise et vous cherchez des gens qui veulent investir dans votre activité. Mettons que l'entreprise, vous imaginez que c'est une petite entreprise et que vous avez besoin de 10 000 $. Donc ça va être peut-être difficile de trouver une personne qui va vouloir investir 10 000 $ dans votre entreprise. Alors comment faire? Eh bien vous pouvez tout simplement diviser votre entreprise en 10 parts de 1 000 $ et tenter de trouver 10 investisseurs prêts à investir 1 000 $ dans votre entreprise. À ce moment-là, chaque investisseur par tranche de 1 000 $ détiendra donc un dixième de l'entreprise, donc une action de l'entreprise, 10% de l'entreprise. Il y a deux types d'entreprises assez différentes, les entreprises qui sont cotées en bourse et des entreprises qui ne le sont pas. En effet, toutes les entreprises ne sont pas cotées en bourse. Ces entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, on les appelle des sociétés privées et les autres plutôt des sociétés publiques. Mais attention, je dois préciser un petit élément de vocabulaire très important. Dans le vocabulaire français en France, en général, quand on parle de société publique, on parle de société détenue par l'État. Quand on parle de société privée, on parle de toutes les autres compagnies, Apple et compagnie. Or, il y a un faux ami parce que dans la littérature boursière anglo-saxonne, eh bien, en fait, quand on parle de compagnies privées ou publiques, on parle plutôt de compagnies qui sont cotées en bourse ou de compagnies détenues par des capitaux privés. Donc, bien faire la distinction, parce que des fois, on peut être un peu mélangé par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que même certaines très grandes compagnies peuvent ne pas être cotées en bourse. Ce n'est pas une obligation. L'exemple le plus courant, c'est Ikea. Ikea est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise veut être cotée en bourse? On va prendre un exemple d'une petite entreprise qui démarre et qui veut grossir. Donc imaginons une petite start-up. Bon, quand vous êtes une petite start-up, par exemple dans la technologie, comme il y en a beaucoup de nos jours, eh bien en fait au début vous avez une idée de produit, vous allez chercher dans un premier temps peut-être des connaissances ou quelques personnes prêtes à mettre un financement de départ, ou vous-même vous avez déjà des fonds, donc vous démarrez votre activité. Au bout d'un moment, vous allez avoir besoin d'aller chercher d'autres fonds pour pouvoir croître votre activité. Mais à un moment donné, mettons quand votre produit devient un peu plus mature, que vous êtes vraiment prêt à vous lancer à la conquête du monde, il va vous falloir d'énormes capitaux. À ce moment-là, vous pouvez envisager une introduction en bourse. Une introduction en bourse, c'est tout simplement, on valorise l'entreprise à un certain montant, on découpe la valeur de cette entreprise en un certain nombre d'actions, et ensuite on va les introduire via une banque sur une place boursière. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, des gens vont acheter vos actions, des investisseurs, que ce soit institutionnels ou des particuliers, vous et moi, et à ce moment-là, bien entendu, ça va faire un apport d'argent énorme pour l'entreprise qui vient de faire cette introduction en bourse. Et cet apport d'argent est un petit peu particulier, car il ne s'agit pas d'un prêt, d'un crédit qu'on va devoir rembourser. C'est vraiment une entrée d'argent frais dans votre capital en échange donc de ces petits actes de propriété qu'on appelle des actions que vous diffusez sur une place boursière. Donc c'est quand même très intéressant pour l'entreprise. Cet apport de capital n'est pas l'unique avantage de coter une entreprise en bourse. En effet, il y en a plusieurs autres. Le premier qu'on peut citer, c'est la liquidité. À partir du moment où vous êtes coté en bourse, votre entreprise devient fluide, on va dire. On appelle ça de la liquidité. C'est-à-dire qu'il est possible d'échanger des actions rapidement. Et donc, par exemple, on peut très bien profiter de ça pour acheter une petite entreprise concurrente,
par le biais de fusion. Donc on peut faire des échanges d'actions pour pouvoir faire une acquisition. Donc ça permet quand même une fluidité supérieure. Ça permet aussi d'attirer des grands talents, c'est-à-dire que si vous avez des dirigeants exceptionnels, des ingénieurs exceptionnels qui peuvent vous apporter énormément dans votre entreprise, en fait, vous pouvez les rémunérer sous forme d'actions, ce qui va donc les motiver pour se plier en quatre et travailler très très fort pour l'entreprise pour voir une augmentation de la valeur de l'action. Donc auparavant, détenir une action, c'était vraiment détenir un papier. D'ailleurs, voici un petit exemple. Donc là, vous voyez, de nos jours, c'est plus du tout le cas, bien évidemment. Hein, on n'est plus à une époque dans laquelle on manipule du papier. Donc maintenant, tout se fait de manière électronique. D'autre part, vous n'êtes pas vous-même directement autorisé à passer des ordres en bourse. Vous le faites via un courtier. Et donc c'est ce courtier-là finalement qui va détenir l'action en votre nom et donc sous forme d'un certificat électronique. Vous concrètement dans votre compte, vous pouvez le demander le certificat, mais vous verrez juste que vous possédez telle action et c'est votre courtier qui va s'en occuper. Au cours de la vie d'une entreprise, surtout si vous détenez des actions sur du long terme, vous allez vous apercevoir qu'il peut y avoir beaucoup de mouvements sur le volume d'actions mises en circulation. Par exemple, si une action a augmenté considérablement de valeur. Mettons, une compagnie a lancé des actions qui étaient à 50 $. Et cette compagnie a énormément de succès et maintenant l'action vaut 500 $. La compagnie peut déterminer que cette action à 500 $ devient un frein à l'échange, c'est-à-dire que ça fait une action qui est assez chère et donc peut-être qu'il va moins s'échanger. Donc elle peut tout simplement décider de fractionner l'action, c'est-à-dire de prendre cette action à 500 $, de la fractionner en 5 pour qu'elle devienne une action à 100 $. Comment ça se passe concrètement ? Vous vous occupez de rien. Mettons que vous aviez une action de cette compagnie-là à 500 $. L'opération, une fois effectuée, dans votre compte, vous allez voir que vous avez maintenant 5 actions à 100 $ de la compagnie. Donc c'est exactement la même chose, simplement vous en avez 5 pour 1/5 de la valeur. Donc ça, c'est justement des opérations juste pour permettre que l'action soit ce qu'on dit plus liquide, c'est-à-dire qu'on puisse se l'échanger plus facilement. A l'inverse, il existe aussi des phénomènes de consolidation d'actions. Si une action s'est vraiment effondrée et descend sous un seuil minimum, en général, le seuil minimum, c'est pas mal 1 $. Hein. Les bourses n'aiment pas avoir des actions qui sont à moins de 1 $. Donc là, ce qui peut se produire, c'est que tout simplement, on fasse une consolidation. Mettons, votre action vaut 90 sous, ou vaut même 1 $, et ça commence à grincer des dents, parce que votre action devient trop peu chère pour être cotée en bourse correctement. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire simplement une agrégation des actions par 10. Donc vous dites, maintenant, une action, c'est égal à 10 actions. Donc là, pareil, vous n'avez rien à faire. La veille, vous aviez 100 actions. Eh bien, tout simplement, le lendemain, vous avez 10 actions, mais la valeur reste exactement la même. Donc c'est juste des opérations de consolidation ou de fractionnement pour permettre d'avoir un certain montant que l'on désire au niveau de la cotation boursière. Un autre point intéressant, c'est celui soit d'émission de nouvelles actions, soit de rachat de nouvelles actions. En effet, une compagnie peut décider, afin de maintenir un cours élevé de son action ou de récompenser ses investisseurs, si elle a un bon bénéfice, elle peut décider de racheter des actions pour finalement les faire disparaître. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que la compagnie va mettre un programme de rachat d'actions. Donc, c'est voté par le conseil d'administration. Ils vont dire, on va racheter, je sais pas, là actuellement, on a 10 millions d'actions en circulation. On voudrait qu'il n'y ait plus que 8 millions. Donc, on va faire un programme sur plusieurs années pour acheter 2 millions d'actions afin de rehausser le cours de l'action et donc donner de la valeur à nos investisseurs. Donc, ça, c'est le rachat d'actions. À l'inverse, il y a aussi l'émission de nouvelles actions. Donc là, à un moment donné, si la compagnie a besoin d'un nouveau capital, elle peut décider d'émettre de nouvelles actions. Comprenez bien que l'émission de nouvelles actions automatiquement fait chuter le cours de l'action. C'est quelque chose qui est pas très apprécié des investisseurs parce qu'évidemment, ça dilue
le nombre d'actions que vous avez se retrouve dilué dans une masse d'actions en circulation plus grande. Donc forcément, elle vaut moins cher. Donc en général, les investisseurs aiment bien le rachat d'actions et encouragent la compagnie à racheter ses actions. Par contre, l'émission de nouvelles actions... Petite remarque importante, quand tu possèdes une action, je disais, c'est comme si tu possédais une part de l'entreprise. C'est vrai, tu possèdes un petit peu des chaises de l'entreprise, de toute sa production, une petite part de ses bénéfices. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec le fait d'être réellement propriétaire d'une entreprise, comme toi, tu serais propriétaire d'une entreprise personnelle. C'est-à-dire que ta responsabilité, elle sera toujours limitée au montant que tu as investi dans l'action. Si l'entreprise fait faillite, là, il n'y a pas un créancier qui va venir frapper à ta porte et dire « Oui, l'entreprise a fait faillite, a contracté des dettes et tu me dois tant et tant d'argent. » Non, ça n'arrivera jamais. Vous avez investi 100 $ dans cette entreprise, vous avez une action de cette entreprise, l'entreprise fait faillite, vous avez perdu 100 $, ça s'arrête là. Alors en fait, vous avez perdu 100 $, peut-être moins, parce que si l'entreprise fait faillite, elle a peut-être quand même des actifs, des camions, une usine, un stock, quelque chose. Et si jamais, lors de la revente des actifs de l'entreprise, il reste un petit peu d'argent, peut-être vous allez pouvoir en récupérer. Mais il faut savoir que l'actionnaire passe en dernier. Donc il y a beaucoup d'autres types de dettes qui sont prioritaires, par exemple des prêts contractés à une banque, des obligations. Bon, il y a différents types de dettes qui sont prioritaires. Les dettes tout simplement aux créanciers. Vous avez acheté des matières premières, vous ne les avez pas payées. Et donc eux vont être tous payés avant vous. Donc en gros, il y a quand même peu de chances que vous récupériez votre montant d'argent si une entreprise fait faillite. Dieu merci, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais ça peut arriver. Une entreprise cotée en bourse, normalement, on doit rendre des comptes tous les trimestres et fournir un très grand nombre de documents et c'est très surveillé tout ça. Donc normalement, une entreprise qui va mal et qui va possiblement faire faillite, vous le voyez venir de loin. Ceci dit, on a eu de magnifiques exemples de corruption au plus haut niveau et de manipulation comptable en tout genre, par exemple avec l'entreprise Enron qui a fait faillite en 2001. Et donc dans lesquels il s'est avéré qu'il y avait tout un tas de malversations et d'ingénierie très créative comptable pour faire finalement des bilans qui n'avaient aucun bon sens. Donc évidemment, malheureusement, ça peut arriver. Alors que cette même entreprise, on disait que c'était la meilleure entreprise du monde, qu'il fallait vraiment investir son argent et tout. Donc malheureusement, ça peut arriver, on peut tomber sur des cas de figure même de gens malhonnêtes qui truquent les comptes et qui amènent l'entreprise à la faillite, mais je le redis, c'est extrêmement rare. Un autre aspect important, outre l'aspect financier, c'est que quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, en fait, vous vous retrouvez avec un droit de vote. C'est-à-dire que vous pouvez, lors de l'assemblée générale de l'entreprise, qui a lieu une fois par an, voter sur des décisions qui sont proposées par le conseil d'administration. Donc, refaisons un petit bilan très simple. Dans une entreprise, vous avez des employés, vous avez les dirigeants qui gèrent finalement les décisions au quotidien. Vous avez un conseil d'administration qui peut prendre des grandes décisions, comme par exemple choisir un nouveau dirigeant pour l'entreprise ou déterminer qu'est-ce qu'on va faire des bénéfices, est-ce qu'on va verser un dividende à nos actionnaires, bon, ce genre de grandes décisions. Et une fois par an, vous avez une assemblée générale dans laquelle on vote pour certaines propositions. Eh bien vous, en tant qu'actionnaire, même si vous détenez qu'une seule action, vous allez avoir un droit de vote. De nos jours, avec Internet, on peut exercer ce droit de vote souvent de manière électronique. On peut assister à l'Assemblée générale avec un webinaire, donc en regardant une vidéo sur Internet. Donc ça se fait très bien. Vous n'êtes pas obligé parce que la vérité, c'est que vous avez quand même un droit de vote qui est très limité. Je prends un exemple très simple. Moi, j'ai quelques actions Apple. Mais Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps, lui en possède 950 millions. Donc on s'entend que quand Warren Buffett assiste au conseil, à l'Assemblée générale d'Apple, eh bien en fait, il va peser lourd et son vote va vraiment avoir un impact gigantesque sur l'entreprise. Moi, avec mes quelques actions, bon, c'est un peu
C'est un peu symbolique. Ceci dit, ça vous donne quand même le droit de suivre l'actualité de l'entreprise, d'assister à l'Assemblée générale, et donc c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui se passe dans une entreprise dans laquelle vous avez investi. Votre droit au sein de l'entreprise peut amener parfois des choses, des décisions très importantes, et même des fois des choses un peu surprenantes, comme par exemple l'autre jour, ça sonne, je vois le facteur qui arrive et qui me remet, tenez-vous bien, ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce pavé. Donc ça, c'est tout simplement, je détenais quelques actions d'une petite banque américaine en Californie. Et en fait, cette banque a été rachetée par une autre banque, la Bank of California. Et donc, ça, c'est la proposition de rachat qui doit être votée par les actionnaires. Donc moi, en tant qu'actionnaire, j'ai reçu ce pavé, vous voyez, même en 2024, sous forme de papier, par la poste. Donc des fois, vous pouvez avoir des petites surprises en tant qu'actionnaire, même très minoritaire, mais ça vous montre quand même votre implication au sein de la société. À posséder une action, c'est pas neutre. On reviendra très longuement là-dessus dans une autre vidéo et même dans plusieurs autres vidéos. Mais évidemment, un des immenses avantages de posséder une action, dans certains cas de figure, c'est de recevoir un dividende. C'est-à-dire qu'une entreprise peut décider de prendre une partie de ses bénéfices et de les reverser sous forme de dividende, donc sous forme tout simplement d'argent que vous recevez et qui est fonction du nombre d'actions que vous possédez. Donc si l'entreprise a déterminé que dans son bénéfice, elle pouvait donner 1 dollar par action, si vous possédez 100 actions, vous allez recevoir 100 dollars. Donc ce droit-là au dividende est tout à fait proportionnel au nombre d'actions que vous possédez. Toutes les sociétés sont identifiées avec un symbole boursier. À chaque fois que vous voyez un article dans un journal ou sur Internet et que il parle d'une entreprise cotée en bourse, vous allez voir immédiatement toujours un petit symbole qui est en général 3-4 lettres qui identifie cette entreprise. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Premièrement, pour bien identifier de quelle entreprise on parle, car s'il y a des entreprises qui s'appellent à peu près pareil, là, ça peut être un peu confus. Deuxièmement, parfois des entreprises émettent des actions de différents types. Et enfin, troisième raison, il peut y avoir des entreprises qui sont cotées sur plusieurs places boursières. À ce moment-là, il faut identifier clairement de quelle place boursière on parle. On va regarder ça ensemble. Alors on y va, on va prendre un premier exemple. Donc par exemple, je cherche la société Apple, je veux investir chez Apple. Et en fait, vous voyez, simplement en cherchant le nom Apple dans l'application Yahoo Finance, on s'aperçoit que nous avons plusieurs entreprises qui s'appellent Apple. Donc là, par exemple, c'est une entreprise qui apparemment possède des hôtels, qui est dans la bourse de New York, mais il y a aussi donc l'entreprise Apple, celle qu'on connaît, qui fait les iPhones, qui, elle, a pour symbole, vous voyez là, en haut, là, AAPL, et qui, elle, est cotée au Nasdaq. On verra plus en détail c'est quoi les histoires, les différentes bourses qui existent et tout ça. Mais c'est juste pour vous signaler que quand on parle d'une action, c'est intéressant d'avoir son symbole afin de ne pas faire d'erreur dans nos recherches pour savoir de qui on parle. Autre exemple, par exemple, la Banque Royale. La Banque Royale du Canada, son symbole c'est RY. Et vous voyez qu'il y a un premier RY qui sort, qui est une cotation de la bourse de New York, vous voyez, NYSE, c'est la bourse de New York. Mais la même entreprise RY est également cotée à la bourse de Toronto. Comment est-ce qu'on distingue ces cotations ? Eh bien, en général, c'est tout simplement, il y a le symbole boursier qui est le même d'une bourse à l'autre, avec un point et des lettres qui identifient la place boursière dont on parle. Donc le RY tout court, ça c'était la Banque Royale qui était cotée à New York. Le RY.TO, TO pour Toronto, donc c'est la même cotation mais sur la bourse de Toronto. Donc on voit d'ailleurs que le montant de RY.TO est en dollars canadiens
alors que tantôt, dans l'exemple que je montrais, c'était en dollars US. Et enfin, j'attire votre attention sur les différents types d'actions qui peuvent exister au sein d'une même entreprise. Donc par exemple, pour reprendre l'entreprise de notre ami Warren Buffett, donc son entreprise s'appelle Berkshire Hathaway. Et dans Berkshire Hathaway, si on cherche Berkshire Hathaway, alors là, c'est tout coté à la même bourse, à New York. Mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a donc deux symboles. Il y a le symbole BRK-B et il y a aussi un BRK-A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonds d'investissement Berkshire Hathaway a déterminé deux types d'actions. Et ces deux types d'actions sont différentes, même si elles sont cotées au sein de la même bourse. Donc là, par exemple, si on regarde le BRK-B, on voit que c'est une action à 365 $ US en date d'aujourd'hui. Par contre, si je cherche les actions BRK-A, donc qui sont les actions, on va dire, de type A, là, grosse surprise. Non, vous ne rêvez pas. Donc vous voyez que les actions Berkshire Hathaway de type A sont toujours cotées à la bourse de New York, mais valent 550 300 $. Donc on voit qu'il y a deux types d'actions vraiment extrêmement différentes. C'est quoi la différence, hormis le prix qui est énorme? Eh bien souvent, quand on émet des différents types d'actions, ce sont des actions qui ont des droits de vote différents. Moi je pense que notre ami Warren Buffett, il n'avait pas envie de s'embêter avec des petits investisseurs. Et donc, il a créé une action pour les petits investisseurs et une action pour les gars sérieux. Et l'action de Berkshire Hathaway de type A donne 1500 fois plus de droits de vote que l'autre. Donc, si vous possédez une action à $1 demi-million de Berkshire Hathaway, vous avez autant de droits de vote qu'une personne possédant 1500 actions de type B. Traditionnellement, on considère qu'un portefeuille boursier un peu idéal contient des actions, une majorité d'actions, et aussi des obligations. Alors, c'est quoi une obligation? On entend beaucoup parler là, mais c'est quoi? En fait, c'est très différent d'une action. Une action, vous possédez une partie de l'entreprise, comme on a vu, une partie de la capitalisation boursière de l'entreprise. Une obligation, c'est pas du tout pareil. Une obligation, c'est à un moment donné une entreprise, mais ça peut être aussi une municipalité ou un État qui a besoin d'argent et donc, au lieu d'emprunter de l'argent à une banque, va émettre des créances. C'est-à-dire que par exemple, l'entreprise va dire « bon, j'ai pas envie de diluer mes actions en augmentant mon émission d'actions pour récupérer de l'argent. Par contre, j'ai une dépense, là, je dois construire une nouvelle usine, j'ai besoin de 100 millions de dollars. Donc là, à ce moment-là, je vais proposer des obligations, donc des titres de créance, pour récolter mon 100 millions de dollars auprès d'investisseurs. La différence, c'est que l'obligation, il n'y a pas d'effet de surprise. C'est-à-dire qu'une obligation, c'est vraiment une dette. Et si vous achetez une obligation, vous êtes comme une banque. C'est-à-dire que la dette a un terme. Donc on a décidé que c'était une dette à court terme, moyen terme, long terme. Donc 1 an, 5 ans, 10 ans. Et cette dette-là a un taux d'intérêt. Donc on va vous verser le taux d'intérêt annuellement. Et à la fin de la période, on vous rend votre capital de départ. Donc une obligation, c'est considéré comme étant plus sûr. Alors évidemment, ça dépend de quel type d'obligation on parle. Une obligation d'une entreprise privée sera considérée comme moins sûre qu'une obligation, par exemple, d'une municipalité et moins sûre qu'une obligation d'un État, car c'est assez rare qu'un État fasse faillite. Donc en général, on considère que ce sont des placements plus sûrs. Par contre, comme il n'y a pas de surprise et que c'est plus ou moins garanti, eh bien, le rendement est moins bon. C'est-à-dire que vous avez moins de risques. Donc, au final, vous allez avoir moins d'intérêt et moins de possibilités de gain que via des actions. Voilà, c'était une vidéo un petit peu sur les principes généraux concernant les actions. Bien entendu, dans des vidéos futures, on regardera exactement
tout le reste du processus d'investissement. Mais il faut quand même bien comprendre les concepts de base à l'origine. J'espère que vous avez trouvé ça informatif. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime des familles, à commenter, à partager, à parler de la chaîne à vos amis. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!